Entourée de beaux anneaux brillants, la planète Saturne est parfois appelée la perle du système solaire. Classée géante gazeuse, Saturne est la 6e planète la plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande planète du système solaire après Jupiter. On sait que Saturne vient du nom du dieu romain Saturne, un analogue du dieu Chronos de la mythologie grecque qui commandait les puissants titans. C'est grâce à sa taille gigantesque et de son apparence inhabituelle que la géante gazeuse tire son nom. C'est la planète la plus éloignée de la Terre visible à l'œil nu. Mais la caractéristique la plus remarquable de la planète est son célèbre système d'anneaux. Bien que les autres géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Uranus et Neptune, aient également des anneaux, ceux de Saturne sont particulièrement proéminents, ce qui lui a valu le surnom de planète aux anneaux. Saturne est la dernière des planètes que les anciennes civilisations ont découvertes par elles-mêmes. De plus, c'est aujourd'hui la planète la moins explorée. Cependant, à l'heure actuelle, les données des scientifiques sur Saturne sont constamment reconstituées, et cela est dû à la mission planétaire Cassini. Ce vaisseau spatial a surveillé en permanence non seulement la géante gazeuse elle-même, son système d'anneaux, mais également les satellites de la planète. En raison de la nature gazeuse et de la haute pression à la surface, la vie sur Saturne est presque impossible, et plus encore, l'établissement d'une colonie humaine spatiale. Néanmoins, les scientifiques n'excluent pas que sur quelques-unes des lunes de Saturne, soit possible, en plus de l'existence avérée de liquides à leur surface, l'existence d'organismes simples. Dans ce contexte, les scientifiques suggèrent que les conditions sur Titan, la plus grande lune de Saturne, sont similaires à celles qui existaient sur notre planète il y a 4 milliards d'années, lorsque la vie venait juste d'émerger sur Terre. Imaginez ça, pas importés de la Terre, mais des organismes vivants locaux. Soit le maillon le plus simple de la vie, mais ce seraient déjà des extraterrestres. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un nouveau périple spatial à la découverte des merveilles de notre système solaire autour de la géante aux anneaux. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon voyage. Hormis la Terre, Saturne est la planète la plus reconnaissable du système solaire. La raison en est évidente, les anneaux. Bien que d'autres géantes gazeuses possèdent également des systèmes d'anneaux, aucune d'entre elles ne peut en aucune façon ressembler étroitement à l'environnement de Saturne en taille et en beauté. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle est principalement composée d'hydrogène et a une densité inférieure à celle de l'eau. De ce fait, s'il existait un bain géant dans lequel on pourrait placer une planète, Saturne y flotterait et ne coulerait pas. En outre, Saturne est la plus plate des 8 planètes. Son diamètre polaire correspond à 90% de son diamètre équatorial. Cela est dû au fait que cette planète à faible densité possède une vitesse de rotation élevée. Le champ magnétique de Saturne est un peu plus faible que celui de la Terre. Cependant, son intensité est 1/20 de celle du champ magnétique de Jupiter. En plus, le champ magnétique de la planète a une caractéristique unique, qui est la coïncidence avec l'axe de rotation de la planète. Avec un rayon de 58 232 km, Saturne est la 2e plus grande planète de notre système solaire après Jupiter, présentant avec celle-ci plusieurs similarités que l'on évoquera dans cette vidéo. En effet, Saturne et Jupiter réunis représentent 92% de la masse totale des planètes du système solaire. Ainsi, pour faire un voyage le long de l'équateur de Saturne, il faut parcourir une distance de 365 882 km. Le rayon de Saturne est d'environ 9,5 fois le rayon de notre planète. En plus, la géante gazeuse est presque 95 fois plus massive que la Terre. Pour mieux comprendre la taille de Saturne, imaginez que 764 planètes comme la Terre
puissent y tenir. En tant que planète la plus massive du système solaire après Jupiter, l'attraction de la gravité de Saturne a contribué à façonner le destin de notre système solaire. Cela a peut-être aidé à projeter violemment Neptune et Uranus vers l'extérieur. En plus, avec Jupiter, elle aurait également pu lancer un champ de débris et de poussière vers les planètes intérieures au début de l'histoire du système solaire. Chaque planète du système solaire prend un certain temps pour effectuer une révolution autour du Soleil et une révolution autour de son axe. Sur notre planète, ces périodes durent respectivement 365,25 jours et 24 heures, mais les choses sont différentes sur Saturne. En effet, la distance orbitale moyenne de Saturne est de 1,43 milliard de kilomètres. Cela signifie que Saturne est 9,5 fois plus éloigné du Soleil que la distance totale entre la Terre et le Soleil. En conséquence, il faut environ 1 heure et 20 minutes pour que la lumière du Soleil atteigne la planète. En plus, compte tenu de la distance de Saturne au Soleil, la durée de l'année sur la planète est de 10,7 jours terrestres, c'est-à-dire environ 29,5 années terrestres. Saturne tourne une fois sur son axe en seulement 10 heures et 34 minutes, ce qui en fait le deuxième jour le plus court parmi les planètes de notre système solaire. Seul Jupiter tourne plus vite. En raison de la vitesse de rotation élevée, Saturne s'aplatit au pôle et se dilate vers l'équateur, lui donnant à la planète la forme d'un sphéroïde, c'est-à-dire une sphère qui se bombe quelque peu autour de l'équateur. L'excentricité orbitale de Saturne est la troisième plus importante après Mercure et Mars. En raison de cette grande excentricité, la distance entre périhélie et l'aphélie de la planète est assez importante, d'environ 0,15 milliards de kilomètres. L'inclinaison axiale de Saturne est de 26,7 degrés. Cette inclinaison est très similaire à celle de la Terre, ce qui explique pourquoi la planète a les mêmes saisons que la Terre. Cependant, à cause de la grande distance entre Saturne et le Soleil, cette planète reçoit beaucoup moins de lumière solaire tout au long de l'année. C'est pour cette raison que les saisons sur Saturne sont beaucoup plus confuses que sur Terre. La deuxième caractéristique surprenante de la rotation de Saturne est le différent taux de rotation entre les différentes latitudes apparentes. Ce phénomène résulte du fait que la substance prédominante dans la composition de Saturne est un gaz et non un corps solide. Au fur et à mesure que Saturne et la Terre voyagent sur leur orbite, la distance qui les sépare change constamment. Lorsqu'elles sont proches, les deux planètes sont distantes d'environ 1,195 milliards de kilomètres. Cependant, lorsque Saturne et la Terre sont les plus éloignées l'une de l'autre, la distance qui les sépare est d'environ 1,66 milliard de kilomètres. Cette grande distance impose un long temps de vol pour que les engins spatiaux arrivent à Saturne. Cependant, la durée du vol vers Saturne est déterminée par deux facteurs: l'itinéraire choisi pour la mission et la vitesse de l'engin spatial. Par exemple, la mission Voyager 1 a atteint Saturne en 3 ans et 2 mois, alors que le vaisseau spatial Cassini a pris 6 ans et 9 mois pour arriver à Saturne. À cause de la grande distance lointaine séparant Saturne de la Terre, les explorations spatiales de cette géante gazeuse ont commencé plus tard. Le premier engin spatial à visiter la planète fut Pioneer 1, lancé par la NASA en 1973, qui a réussi à atteindre Saturne en 1979, volant à moins de 22 000 km de la planète aux anneaux. Les images de basse résolution du vaisseau spatial ont permis aux astronautes de découvrir 2 des anneaux extérieurs de la planète, ainsi que la présence d'un fort champ magnétique. En 1977, la NASA a lancé 2 autres missions, Voyager 1 et Voyager 2, qui ont fourni aux scientifiques des données précieuses sur Saturne, ses lunes et ses anneaux, ainsi que des milliers d'images en haute résolution. Ces 2 missions ont aidé les astronomes à découvrir que les anneaux de la planète sont constitués de boucles plus fines. Elles ont également renvoyé des données qui ont conduit à la découverte de 3 des lunes de Saturne. Il est convenable de noter que les 2 vaisseaux jumeaux ont poursuivi leur long voyage afin d'explorer l'espace interstellaire non encore visité par les engins spatiaux terrestres. Lancée en 1997, la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens a été le 4e engin spatial à visiter Saturne et le premier à l'orbiter.
La mission comprenait la station Cassini de la NASA et la sonde Huygens de l'Agence spatiale européenne, qui a été le premier engin à atteindre et à atterrir sur la surface de Titan. En effet, le vaisseau spatial Cassini était le plus grand vaisseau spatial interplanétaire jamais construit. La sonde, formée de 2 étages, pesait 5,4 tonnes. Elle a aidé à identifier les panaches sur la Lune glacée Encelade et elle a transporté la sonde Huygens qui a plongé dans l'atmosphère de Titan pour atterrir avec succès à sa surface. Après une décennie d'observation, Cassini a renvoyé des données incroyables sur la planète aux anneaux et ses lunes. En plus, Cassini a été la première mission à explorer un océan extraterrestre. La mission s'est terminée en 15 septembre 2017 après avoir effectué 293 orbites autour de Saturne. Afin de protéger les lunes de la planète, la sonde spatiale Cassini finit son voyage en s'écrasant dans l'atmosphère de Saturne. En 2019, la NASA a annoncé son intention de lancer son atterrisseur Dragonfly en 2027 pour arriver sur Titan en 2034. Dragonfly recherchera la potentialité de la vie sur Titan à l'aide de ses nombreux instruments embarqués, dont un spectromètre de masse pour déterminer la composition chimique du terrain et un sismomètre pour détecter les tremblements de terre sur la Lune. Dans l'atmosphère, Dragonfly surveillera les conditions atmosphériques et photographiera les paysages de Titan. En raison de la présence de lacs, de rivières et de mers d'hydrocarbures sur la Lune, il est fort probable de découvrir la première forme de vie extraterrestre. La géante gazeuse est principalement composée des mêmes composants que le Soleil. Cependant, la planète n'a pas la masse nécessaire pour déclencher des réactions de fusion et devenir une étoile. Comme le reste des planètes du système solaire, Saturne s'est formée à partir de la nébuleuse solaire. La planète s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années et a pris sa position actuelle de 16e planète à partir du Soleil il y a environ 4 milliards d'années. On pense que dans sa structure, Saturne est très similaire à Jupiter et est divisé en 3 couches. La couche interne est un noyau rocheux de silicate 10 à 20 fois plus massif que la planète Terre. En plus, on estime que le noyau est intégré dans une couche d'hydrogène métallique liquide. Donc, à une profondeur d'environ 30 000 km, la température est de 10 000 degrés et la pression est d'environ 3 millions d'atmosphères. Dans le noyau lui-même, la pression est encore plus élevée, tout comme la température. C'est la source de chaleur qui réchauffe la planète entière. Il est connu que Saturne dégage plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. La couche externe est constituée d'hydrogène moléculaire. La seule différence significative entre la structure de Saturne et celle de Jupiter est l'épaisseur des 2 couches externes. En fait, Jupiter a une couche métallique d'hydrogène de 46 000 km d'épaisseur et une couche moléculaire d'hydrogène de 12 200 km, tandis que Saturne mesure respectivement 14 500 km et 18 500 km. Saturne, comme Jupiter, émet environ 2,5 fois plus de rayonnement qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cela est dû au mécanisme dit de Kelvin-Helmholtz, selon lequel l'énergie est générée en raison de la compression gravitationnelle de la planète et en raison de son énorme masse. Cependant, contrairement à Jupiter, la quantité totale d'énergie rayonnée ne peut pas être expliquée qu'avec ce processus. En plus de cela, les scientifiques ont suggéré que la planète crée une chaleur supplémentaire en raison du frottement des flux d'hélium. Une caractéristique unique de Saturne est le fait que cette planète est la moins dense du système solaire. Malgré son noyau dense et solide, la grande couche externe gazeuse de Saturne porte la densité moyenne de la planète à seulement 687 km par mètre cube. En conséquence, il s'avère que la densité de Saturne est inférieure à celle de l'eau. Et si elle avait la taille d'une boîte d'allumettes, elle flotterait facilement le long d'un ruisseau ou d'une rivière. Étant donné que Saturne est une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide
au même sens que la Terre. Il serait donc impossible de faire atterrir un vaisseau spatial, bien qu'on puisse le faire tomber lentement avec un parachute et transmettre des informations jusqu'à ce que la pression intense de l'atmosphère de Saturne l'écrase. Ce fut le sort du vaisseau spatial Cassini. La composition chimique de l'atmosphère de Saturne est d'environ 96% d'hydrogène et 4% d'hélium. En plus, des éléments tels que l'ammoniac, l'acétylène, l'éthane, la phosphine et le méthane sont présents en petite quantité. L'épaisseur de l'atmosphère est d'environ 60 km. La vitesse des vents dans la couche la plus élevée de l'atmosphère peut atteindre 1800 km/h, ce qui fait des vents de la planète l'un des plus rapides de tout le système solaire. Saturne a également des nuages sous la forme de bandes horizontales, bien que cela ne soit pas aussi visible que sur Jupiter. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'équateur, ces bandes deviennent beaucoup plus larges qu'au niveau des pôles, et même plus larges que celles qui se trouvent près de l'équateur de Jupiter. Avant le lancement de la mission Voyager dans les années 70, les scientifiques ne savaient absolument rien de l'existence de ces bandes. Aujourd'hui, même des amateurs avec un télescope de puissance suffisante sont capables de les observer depuis la Terre. La vitesse des vents sur Saturne peut atteindre les 400 à 500 mètres par seconde. Les vents soufflent parallèlement à l'équateur vers l'avant. La vitesse du vent varie considérablement selon les latitudes. Dans les zones d'interaction des courants de vent, des systèmes de tempêtes et des tourbillons se forment de la même manière que la grande tache rouge sur Jupiter. Ainsi, un autre phénomène fascinant que l'on peut trouver dans l'atmosphère de Saturne est l'apparition de grandes taches blanches. Ce sont des tempêtes qui se produisent sur Saturne et sont de nature similaire à la grande tache rouge sur Jupiter, mais leur cycle de vie est beaucoup plus court. Une telle tempête a été observée en 1990 par le télescope spatial Hubble. Les observations historiques indiquent que la manifestation de telles tempêtes est périodique et qu'elles se produisent environ une fois par révolution de Saturne sur son orbite. Les couches supérieures de l'atmosphère de Saturne sont aussi chaudes que celles de la Terre. Mais contrairement à notre planète, pour cette géante gazeuse, le Soleil est suffisamment éloigné pour que son impact direct ne puisse à lui seul expliquer des températures aussi élevées de la thermosphère. Sur la base des mesures prises par Cassini, les astronautes ont pu établir des cartes de la circulation de la chaleur dans l'atmosphère. En analysant les résultats, les chercheurs ont découvert comment les courants électriques polaires chauffent les couches supérieures de l'atmosphère de Saturne et mettent le vent en mouvement dans son épaisseur. À cause du mouvement du vent, cette énergie, initialement générée près des pôles, peut se propager vers les régions équatoriales. De ce fait, l'équateur est chauffé à des températures 2 fois plus élevées que celles calculées sous l'action directe de la lumière solaire. La mesure de la densité de l'atmosphère a donné aux scientifiques les informations dont ils avaient besoin pour déterminer le régime de température. La densité diminue avec la hauteur et le taux de cette diminution dépend de la température. Ainsi, les astronomes ont découvert que les températures culminent près des aurores, indiquant que la haute atmosphère est chauffée par des courants électriques polaires. Comme toutes les géantes gazeuses du système solaire, Saturne possède un système d'anneaux. Cependant, le système d'anneaux de Saturne est le plus célèbre du système solaire. Contrairement à ceux de Jupiter, Uranus et Neptune, les anneaux de Saturne sont luxueux, larges et lumineux, ce qui fait de cette planète un sujet de prédilection pour les artistes de l'espace. Galilée a été le premier à voir les anneaux de Saturne en 1610, bien que de son télescope, les anneaux ressemblaient plus à des poignets ou à des bras. 45 ans plus tard, en 1655, l'astronome hollandais Christian Huygens, qui avait un télescope plus puissant, proposa plus tard que Saturne avait un système d'anneaux minces et plats. Au fur et à mesure que les scientifiques développaient de meilleurs instruments, ils continuaient à en apprendre davantage sur leur structure et leur composition. En effet,
Les anneaux sont principalement constitués de milliards de minuscules particules de glace d'eau avec des traces de matériaux rocheux, ainsi que de poussière et d'autres débris cosmiques. La taille des particules varie de grains de sable à des blocs de la taille d'une maison. Certains d'entre eux ont même la taille d'une montagne. C'est cette composition qui permet d'expliquer pourquoi les anneaux sont visibles depuis la Terre à travers les télescopes. En effet, la glace a une réflectance très élevée de la lumière du Soleil. En plus, les anneaux sont relativement jeunes. Les scientifiques suggèrent qu'ils sont apparus très récemment, il y a 10 à 100 millions d'années. D'autres chercheurs évoquent que les anneaux de Saturne, bien que très jeunes à l'échelle de l'univers, seront bientôt amenés à disparaître. Saturne a 7 grands anneaux, A, B, C, D, E, F et G, nommés par les lettres de l'alphabet latin dans l'ordre où ils ont été découverts. Les anneaux principaux, les plus visibles depuis la Terre, sont A, B et C. Ils sont les plus denses car ils contiennent des particules plus grosses. Les anneaux D, E et G moins brillants sont également appelés anneaux de poussière en raison de leurs particules qui sont de petite taille. L'anneau F externe est assez dense et étroit, mais il contient également de nombreuses petites particules, ce qui le rend difficile à catégoriser. En fait, chaque anneau est constitué de milliers d'anneaux plus petits, littéralement pressés les uns contre les autres. Mais il existe des blancs entre les anneaux principaux. L'écart entre les anneaux A et B est le plus grand de ces écarts. Il est de 4700 km. Les anneaux principaux commencent à une distance d'environ 70 000 km au-dessus de l'équateur de Saturne et s'étendent sur 73 000 km supplémentaires. Il est intéressant de noter que malgré le fait qu'il s'agisse d'un rayon très important, l'épaisseur réelle des anneaux ne dépasse pas 1 km. Et si vous assemblez tout le matériel des anneaux, vous obtenez une lune d'un diamètre d'environ 400 km, c'est-à-dire 9 fois plus petit que la taille de notre lune. Les particules de glace des anneaux tournent autour de Saturne à une vitesse d'environ 10 km par seconde. Leurs vitesses sont si bien équilibrées que les particules voisines semblent stationnaires les unes par rapport aux autres. En fait, ils se déplacent très lentement dans différentes directions, à une vitesse de 1 à 2 mm par seconde. Pour vous donner une idée, les escargots terrestres rampent à peu près à la même vitesse. De temps en temps, on peut observer un spectacle impressionnant. C'est la collision de 2 grosses particules. Voici 2 blocs de glace de la taille d'une maison qui commencent à se toucher lentement. Ils n'ont pas eu de chance et n'ont pas pu résister à la pression mutuelle lors de l'impact et se sont lentement effondrés. Une catastrophe typique pour les anneaux à la vitesse d'1 mm par seconde. Les anneaux de Saturne sont principalement de couleur brune ou sablonneuse, mais d'autres variations de couleurs peuvent être observées. Étant donné que les anneaux sont principalement constitués de glace d'eau de couleur blanche, les variations de couleur peuvent être le résultat d'une contamination par une roche ou par du carbone. Il s'est avéré qu'une grande quantité d'oxygène enveloppe les anneaux, ce qui a été une découverte pour les scientifiques. Le matériau des anneaux étant principalement constitué de glace d'eau, on s'attendait à ce que l'atmosphère contienne également principalement des molécules d'H2O et leurs produits de désintégration, groupes hydroxyle et hydrogène. Par ailleurs, des rayons mystérieux ont été vus dans les anneaux de Saturne qui semblent se former et se disperser en quelques heures seulement. Les scientifiques ont supposé que ces rayons pourraient être composés de fibres chargées électriquement de particules de la taille d'une poussière, créées par des petits météores impactant les anneaux ou par des faisceaux d'électrons provenant de la foudre de la planète. Il existe plusieurs hypothèses sur l'origine des anneaux de Saturne. Certains astronomes pensent qu'il s'agit de fragments de comètes brisées, d'astéroïdes ou même de lunes. D'autres pensent que les anneaux se sont formés à partir des restes du nuage protoplanétaire à partir duquel Saturne s'est formé. La théorie la plus courante qui permet d'expliquer la formation du système d'anneaux de Saturne est qu'il est issu de la destruction d'un satellite autrefois existant de la planète. Par exemple, lors de sa collision avec un autre satellite ou avec un astéroïde, ou encore sous l'influence des forces de marée de la géante gazeuse, au moment où l'orbite de la Lune est devenue trop proche de Saturne.
Une caractéristique unique de la planète est la formation atmosphérique persistante au pôle nord de la géante gazeuse, connue sous le nom d'hexagone de Saturne. Il s'agit d'une formation assez stable, ayant l'apparence d'un hexagone régulier entourant le pôle nord de la planète. Ce phénomène atmosphérique de dimension énorme atteignant 25 000 km. La forme de l'hexagone n'a pas changé depuis plus de 30 ans. Il n'y a pas encore d'explication à ce phénomène unique. Les scientifiques suggèrent qu'il s'agit d'une partie d'un grand vortex dont le compartiment principal est situé dans les profondeurs de l'atmosphère de Saturne. Mais les lois qui régissent son mouvement ne sont pas claires pour les spécialistes. L'analyse des images envoyées par Cassini a permis aux scientifiques d'obtenir de nouvelles informations sur l'hexagone. Ainsi, ils ont trouvé des ondes se propageant à partir des coins de l'hexagone. En plus, les astronomes ont pu voir que les parties internes de l'hexagone sont plus sombres que les parties externes. Cassini a également montré que chacun des pôles de la planète possède un vortex monstrueux, dont la chaleur est générée par des orages géants internes. Les images prises par le télescope Hubble, qui a photographié la région polaire sud de Saturne pendant plusieurs jours, montrent que les aurores ont des caractères différents d'un jour à l'autre. Par rapport à la Terre, où les intensités des aurores changent en 10 minutes environ et peuvent durer plusieurs heures, les aurores de Saturne apparaissent toujours brillantes et peuvent durer plusieurs jours. Les observations faites par Cassini lors de son vol vers la planète ont montré que les aurores de Saturne sont créées principalement par la pression du vent solaire, c'est-à-dire le flux de particules chargées du Soleil, et non par le champ magnétique du Soleil. Ainsi, la forte lueur aurorale du 28 janvier 2004 a été créée par une importante perturbation récente du vent solaire. Les images montrent qu'au fur et à mesure que l'aurore de Saturne devient plus brillante et donc plus forte, l'anneau de lumière entourant le pôle se rétrécit en diamètre. Par ailleurs, la rotation rapide et le puissant champ magnétique de Saturne permettent aux aurores d'apparaître sur cette planète, même à midi. Le phénomène est dû à la reconnexion des lignes de champ magnétique du côté jour de la magnétosphère du corps. La reconnexion magnétique est un processus courant dans l'espace qui provoque une accélération rapide des particules chargées et produit des événements tels que des éruptions solaires sur notre étoile, ainsi que des aurores. Lors d'une éruption solaire, un nuage de plasma gelé est émis dans l'espace, dont une partie peut atteindre la Terre. Lors de leur rencontre avec la magnétosphère, au niveau des pôles de notre planète, des particules chargées entrent en collision avec des atomes dans l'atmosphère, ce qui conduit à l'apparition d'aurores. Les astronomes ont utilisé les données de la mission Cassini et ont pu obtenir la preuve que des reconnexions ont lieu dans le disque magnétique de Saturne, même à midi. Les auteurs notent que l'écart apparent est dû à la rotation rapide de la planète qui tourne autour de son axe en une dizaine d'heures. Un mouvement aussi rapide peut comprimer le disque magnétique et créer des conditions propices aux reconnexions. D'après les calculs des astronomes, l'intensité de ce processus devrait être suffisante pour créer des aurores du côté jour. En 2019, des chercheurs américains ont découvert, à l'aide du télescope Subaru sur Hawaï, 20 nouvelles lunes en orbite autour de la planète. Portant ainsi son total à 82, Saturne a dépassé Jupiter en tant que planète du système solaire avec le plus de lunes. Les lunes de Saturne sont nombreuses et variées. De ce fait, la planète et ses lunes ressemblent au système solaire en miniature. Selon la NASA, Saturne compte 82 lunes, 53 d'entre elles sont connues, alors que 29 autres attendent la confirmation de leur découverte et de leur nom officiel. Les lunes de la géante gazeuse varient en fonction de la taille, la forme et la composition. Certaines d'entre elles font une révolution complète autour de Saturne en une demi-journée, tandis que d'autres mettent environ 4 années terrestres pour faire le tour de la planète une fois. Les lunes de Saturne peuvent être classées en 3 groupes distincts. Le premier groupe comprend les lunes internes, Pan, Daphnis, Atlas, Prométhée, Pandore, Épiméthée et Janus.
Elles sont toutes formées de blocs de glace de forme irrégulière. La taille de l'une d'elles ne dépasse pas 200 km. Elles tournent autour de Saturne sur des orbites circulaires, presque dans le plan de l'équateur de la planète, et font une révolution complète en quelques heures seulement. Toutes les lunes internes sont étroitement liées aux anneaux et sont en interaction dynamique avec eux. Les lunes Pan, Daphnis et Atlas font partie de l'anneau A, alors que les lunes Prométhée et Pandore sont localisées à l'extrémité de l'anneau F. D'autre part, les lunes Épiméthée et Janus sont dans une sorte de danse gravitationnelle unique l'une avec l'autre. L'orbite de l'un d'eux n'est qu'à 100 km plus proche de Saturne que l'orbite de l'autre. Un fait intéressant pour ce groupe est que la lune la plus proche de Saturne se déplace un peu plus vite et se rapproche de la plus éloignée tous les 4 ans. Au cours de cette approche, elles interagissent gravitationnellement l'une avec l'autre et changent d'orbite, donc la lune la plus proche se dirige vers une orbite légèrement plus éloignée et inversement, la lune la plus éloignée se dirige vers une orbite légèrement plus proche. Notons que cet échange d'orbite se répète tous les 4 ans. Le deuxième groupe comprend les grandes lunes de Saturne, Titan, Encelade, Mimas, Thétis, Dionée, Rhea et Japet. Chacune d'elles est un monde indépendant avec des caractéristiques uniques et une histoire unique. Et Titan, en raison de sa taille, de sa masse et de la présence d'une atmosphère dense, mériterait d'être appelé une planète. Titan est le corps céleste le plus semblable à la Terre dans le système solaire, qui a ses propres saisons, ses propres rivières, lacs et même mers, à la seule différence que les températures moyennes à cet endroit, éloigné du Soleil, ne dépassent jamais moins 180 degrés, et tout le liquide ci-dessus est représenté par le méthane et l'éthane, des substances qui n'existent sur Terre que sous forme de gaz. Avec un rayon de 2574 km, Titan est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande du système solaire après Ganymède, la lune de Jupiter. Elle est même plus grande que la planète Mercure. La masse de Titan représente 96% de la masse en orbite autour de la planète, y compris les anneaux. Titan tourne autour de Saturne sur une orbite circulaire régulière à une distance de 1,22 million de kilomètres, c'est-à-dire 3 fois plus éloignée de sa planète que la Lune de la Terre. De plus, elle effectue une révolution en 16 jours environ. Titan est une lune exceptionnelle. Malgré les températures extrêmement basses qui règnent à la surface de la lune de la planète géante, Titan possède sa propre atmosphère dense et même de véritables mers et océans de méthane liquide. L'atmosphère de Titan est composée principalement de 98,4% d'azote et de 1,6% de méthane, avec des traces d'une petite quantité d'autres gaz, y compris divers hydrocarbures avec des mélanges de produits de photolyse d'argon et de métals tels que l'éthane, le cyanure, l'hydrogène, l'acétylène et l'hydrogène moléculaire. Ce dernier s'échappe lentement de l'atmosphère vers l'espace. En raison de la faible gravité, l'atmosphère de Titan s'étend jusqu'à une altitude de 1500 km et plus. La haute atmosphère de Titan montre une structure complexe en couche de la brume d'aérosol ou brouillard. En descendant dans l'atmosphère, le brouillard se transforme en un smog enveloppant des molécules organiques complexes. Ainsi, une épaisse couche de brouillard d'environ 300 km de hauteur de couleur orangée absorbe la majeure partie de la lumière solaire visible, ne permettant qu'environ 10% de la lumière d'atteindre la surface. Par conséquent, malgré le fait que Titan possède une atmosphère plus épaisse que la Terre, le brouillard global crée un effet de serre plus faible que celui observé sur la Terre. Donc, une personne se tenant à la surface de Titan pendant la journée n'enregistrera qu'1 millième de la luminosité de la lumière du jour de la surface terrestre. Cette comparaison tient compte non seulement de l'épaisseur de l'atmosphère, mais aussi de la plus grande distance de Titan au Soleil. Cependant, les niveaux de lumière à la surface de Titan sont 350 fois plus brillants que lors d'une nuit de pleine lune terrestre.
Étant donné que le méthane dans l'atmosphère de Titan est constamment épuisé, il doit y avoir un mécanisme à la surface pour le reconstituer. Une possibilité est que Titan possède des volcans actifs qui émettent du méthane en permanence. Titan est en effet très similaire à la Terre primitive. Il est couvert d'étranges lacs, de collines, de montagnes et de canyons. En plus, sur cette lune, il existe des puits de méthane avec une activité volcanique. Sur sa surface, il y a des dunes de sable avec un mélange de méthane, d'éthane et de glace d'eau avec des taches sombres de boue. Par ailleurs, un grand cratère d'impact en plusieurs éléments concentriques ont été découverts, ce qui suggère que la surface de Titan n'a pas été formée principalement par des cratères d'impact, mais bien par une activité géologique. Avec les basses températures régnant à la surface de Titan, environ moins 179 degrés, le méthane et l'éthane peuvent exister sous forme liquide et jouer le même rôle que l'eau joue sur Terre. Ils tombent à la surface sous forme de pluie, s'écoulent le long des cours d'eau et forment des mers et des lacs. En outre, les données de Cassini ont permis de découvrir l'existence d'océans ou de lacs de méthane liquide sur Titan. Ainsi, le plus grand lac de l'hémisphère sud de Titan est le lac Ontario, qui a été découvert jusqu'en juin 2005 près du pôle sud de Titan, et ainsi nommé parce que sa forme et sa longueur sont similaires à celles du lac Ontario terrestre, bien que le lac de Titan soit beaucoup plus large. Par conséquent, il existe une météorologie développée, des formes de relief complexes et diverses, avec une activité géologique complexe qui font de Titan l'un des corps célestes les plus intéressants du système solaire. Titan est le seul corps céleste de notre système solaire, à part la Terre, qui possède des corps liquides permanents à sa surface. Cependant, étant donné que les températures de surface au pôle sont en moyenne à moins 179 degrés, le liquide est un mélange de méthane, d'éthane et de propane, et non d'eau. En outre, les précipitations, l'érosion, l'activité fluviale et le brouillard sont des arguments de la forte similitude de Titan et de la Terre primitive, malgré l'énorme différence de température. Avec le début des recherches dans le système de Saturne, il est devenu tout à fait clair qu'Encelade est beaucoup plus complexe et contient beaucoup plus de secrets qu'on ne le pensait auparavant. Encelade est la 6e grande lune de Saturne qui tourne autour de la planète à une distance de 238 100 km, soit presque 4 rayons de Saturne, et fait une révolution en 1,3 jours. Son orbite est située dans la partie la plus dense de l'anneau et de Saturne. Très probablement, cet anneau, doit son origine à cette lune. La forme d'Encelade est un ellipsoïde à 3 axes, avec l'axe le plus long en face de Saturne et l'axe le plus court reliant les pôles nord et sud. La densité moyenne d'Encelade est de 1,61 g par cm3. Elle a le plus haut albédo de tout le système solaire, 90%, et par conséquent, presque toute la lumière du Soleil tombant sur la surface d'Encelade en est réfléchie. C'est pourquoi elle représente la plus brillante lune du système solaire. Sa surface, très jeune, a relativement peu de cratères dessus, caractérisés par un fond bombé, et il y a même des zones où ils sont absents. Le composant principal d'Encelade est la glace d'eau, de sorte que sa surface est presque blanche. La température moyenne de surface est de 198 degrés. Les reliefs les plus intéressants sont les failles. Ces dépressions peuvent s'étendre jusqu'à 200 km de long et 5 à 10 km de large, avec une profondeur allant jusqu'à 1 km. Les rayures constituées de sillons et de crêtes de forme curviligne sont également curieuses. Ils séparent souvent les zones plates des zones avec des cratères. Le 14 juillet 2005, la station Cassini rencontre Encelade pour la 3e fois, passant à une altitude de seulement 172 km au-dessus de sa surface. Au cours de ce vol, la station a réussi à détecter pour la première fois les geysers d'Encelade. Les concentrations maximales d'émissions ont été enregistrées au moment où Cassini est passé sur des failles tectoniques déterminées par un système de fissures parallèles et étroits appelés les rayures de Tigre. Des soupçons de longue date ont été confirmés. Encelade n'est pas une lune morte de Saturne, mais bien une lune géologiquement active. Cette activité peut être causée par un fort réchauffement du noyau,
qui doit être fondue à certains endroits. En effet, dans la région de son pôle sud et à partir du système de fissures, des geysers de fines poussières de glace jaillissent dans l'espace, formant des fontaines de particules de glace s'élevant sur des centaines de kilomètres. Cette poussière se dissipe ensuite sur toute l'orbite d'Encelade, formant l'anneau E de Saturne le plus éloigné et le plus raréfié. Malgré sa petite taille, Encelade a une atmosphère ténue, formée surtout de la vapeur d'eau à 91%, de l'azote à 4%, et il y a aussi un peu de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et d'azote. La gravité de cette petite lune n'est pas suffisante pour retenir l'atmosphère. Il existe donc une source constante de son réapprovisionnement. Ainsi, de puissants cryovolcans ou des geysers peuvent servir de telles sources. En supposant que la formation d'Encelade, comme d'autres lunes glacées de Saturne, se soit produite rapidement, on peut estimer sa structure interne. Très probablement, il y a un noyau de roche entouré d'un manteau de glace. Par conséquent, la destruction de l'ancien relief est probablement due au fait que des coulées chaudes ont fait fondre les éléments glacés de relief. Les scientifiques supposent que le cryovolcanisme sur la Lune glacée est périodique. Ainsi, chaque période ne dure que 10 millions d'années, et ces époques actives sont séparées par des intervalles de calme d'une durée de 0,1 à 1 ou 2 milliards d'années. Donc, c'est cette activité périodique qui explique la grande différence d'âge de la surface d'Encelade dans son hémisphère nord, 4,2 milliards d'années, à l'équateur, de 170 millions à 3,7 milliards d'années, et dans le sud, de 5 à 100 millions d'années. Ainsi, un tel événement renouvelle de 10 à 40% de la surface d'Encelade, ce qui est cohérent avec la superficie de la région active actuelle au sud, 10% de la surface totale. Par ailleurs, les scientifiques ont découvert sur Encelade l'existence des traces d'expansion de la croûte semblables à l'expansion océanique de la Terre, mais avec une différence étonnante. L'expansion se produit dans une direction, comme le mouvement d'un tapis roulant. Ainsi, ce système de fissures, aussi appelé rayure de tigre, est analogue à la dorsale médio-océanique de la Terre, où la matière volcanique monte des profondeurs et renouvelle la croûte. D'autre part, la présence d'un océan sous la surface de la glace est confirmée par des geysers jaillissant de fissures, mais aussi par des mesures du champ gravitationnel. La superficie de l'océan est d'environ 80 000 km², soit environ 10% de la superficie totale de la Lune. Par ailleurs, l'épaisseur de la couche d'eau est d'environ 10 km. Sa profondeur est de 30 à 40, et les températures des océans varient de moins 45 degrés dans les couches supérieures à plus de 1 degré en profondeur. Il est convenable de noter que ce sont des paramètres comparables à ceux dans les eaux terrestres arctiques et antarctiques. Mimas est la grande lune la plus proche de Saturne. Elle tourne autour de la planète à une distance de 185 600 km, soit environ 3 rayons de Saturne, et fait une révolution en presque un seul jour. La forme de Mimas est un ellipsoïde à 3 axes, avec l'axe le plus long en face de Saturne et le plus court reliant les pôles nord et sud. Sa densité moyenne est de 1,15 g par cm3. Son albédo est de 60%. Très probablement, elle se compose presque entièrement de glace d'eau. Aucun signe d'activité interne n'est visible à la surface de Mimas. Elle est couverte de cratères. Le plus grand a été nommé Herschel. Son diamètre est d'environ 130 km. Thétis est la 3e grande lune de Saturne. Elle tourne autour de la planète à une distance de 294 700 km, un peu moins de 5 rayons de Saturne, et fait un tour en 1888 jours. Thétis a une forme ellipsoïdale. Sa densité moyenne est de 0,984 g par cm3, son albédo est de 80%. Apparemment, cette lune est presque entièrement composée de glace d'eau. La surface de Thétis est couverte de nombreux cratères,
Cependant, des traces de processus géologiques y sont également visibles, par exemple une énorme faille qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres qui s'appelle Ithaque. Dionée est la 4e grande lune de Saturne. Elle tourne autour de la planète à une distance de 377 400 km, soit un peu plus de 6 rayons de Saturne, et fait un tour en 2,7 jours. Le diamètre de Dionée est de 1120 km. Sa masse volumique moyenne est de 1,48 g par cm3 et son albédo est de 60%. La densité très élevée indique que cette lune contient une proportion importante de roches. Sa surface est plus ancienne que la surface d'Encelade, mais beaucoup plus jeune que la surface de Thétis ou de Rhéa. La croûte de glace de la Lune est coupée par de nombreuses failles et canyons, ce qui indique que Dionée a une activité géologique. Avec un diamètre de 1528 km, Rhéa est la 2e plus grande lune après Titan de Saturne. Elle tourne autour de la planète à une distance de 527 100 km, un peu moins de 9 rayons de Saturne, et fait un tour en 4,5 jours. Sa densité moyenne est de 1,24 g par cm3 et son albédo est de 60%. Bien que Rhéa soit plus grande que Dionée, sa surface est beaucoup plus ancienne. En fait, elle est parsemée en totalité par des cratères. Japet est la 7e grande lune de Saturne. Elle tourne autour de la planète à une distance de 3 560 800 km, soit 59 rayons de Saturne, et fait un tour en 79 jours. Contrairement aux lunes les plus proches, qui orbitent presque dans le plan de l'équateur de Saturne, l'orbite de Japet est inclinée de 7,5 degrés par rapport à ce plan. Son diamètre est de 1436 km, c'est un petit peu plus que Rhéa. Sa densité moyenne est de 1,09 g par cm3. Une des particularités étonnantes de Japet est que l'un de ses hémisphères réfléchit 6 fois moins de lumière que l'autre. La zone équatoriale est recouverte d'une substance rougeâtre foncée de composition. Au fur et à mesure que vous vous déplacez vers les pôles, cette couche de matière s'amincit et disparaît. On l'appelle le yin et le yang des lunes de Saturne. L'origine du phénomène serait extérieure à Japet. On pense que le matériau sombre originel proviendrait de débris arrachés à de petites lunes par des impacts de météorites et agrégés ensuite sur l'hémisphère de Japet. La principale source serait la lune Phébé, qui laisserait derrière elle comme un sillage une traînée de matériaux que Japet récolterait grâce à son orbite similaire à Phébé. Un autre détail intriguant à la surface de Japet est la présence d'une chaîne de montagnes de 10 km qui s'étend parallèlement à l'équateur sur près de la moitié du diamètre du satellite. Le 3e groupe de lunes de Saturne est formé de petits corps capturés par Saturne tout au long de son existence. Ce sont Phébé, Kiviuk, Hygirac, Paaliak, Skati, Albiorix, Eriapus, Siarnak, Tarvos, Mundilfari, Narvi, Sutungre, Trimir, Ymir et 20 autres satellites qui ont été découverts au cours des 2 dernières décennies, mais qui n'ont pas encore de nom. Ces lunes orbitent le long de la périphérie même du système de Saturne, se déplaçant sur des orbites irrégulières avec de grandes excentricités et inclinaisons par rapport au plan de l'équateur de la planète. La plus éloignée de ces lunes fait une révolution autour de Saturne en 3,4 ans. En outre, beaucoup d'entre elles ont des orbites rétrogrades, ce qui signifie qu'elles tournent dans le sens opposé au sens de rotation de leur planète. L'étude des orbites de ces lunes peut révéler leurs origines, ainsi que des informations sur les conditions entourant Saturne au moment de sa formation. Parmi ces lunes, seule Phébé atteint une taille de 240 km. La taille du reste n'est que de quelques kilomètres. En plus, c'est la seule des lunes irrégulières de Saturne à avoir été étudiée par une sonde spatiale. Phébé tourne autour de Saturne à une distance de 12 900 000 km, soit 215 rayons de Saturne, sur une orbite rétrograde. Elle fait donc un tour complet en 548,2 jours. Sa densité moyenne est de 1,64 g par cm3 et son albédo n'est que d'environ 8%. Enfin, il convient de dire
que plusieurs lunes non découvertes d'un diamètre de plusieurs kilomètres tournent probablement autour de Saturne. La planète Saturne ne remplit pas les conditions nécessaires à l'existence des formes de vie que nous connaissons. Cependant, certains satellites de la géante gazeuse, notamment Titan et Encelade, peuvent avoir des conditions propices à la vie. La surface de Titan est l'un des endroits les plus semblables à la Terre de tout le système solaire. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques ont sérieusement argumenté sur la possibilité de l'existence d'au moins la vie la plus simple sur la Lune de Saturne. Malgré une forme d'existence aussi inhabituelle, les mers de Titan pourraient devenir une sorte de berceau de vie pour les organismes extrémophiles omniprésents sur la Terre. En utilisant la vaste gamme d'ingrédients biologiques pour lesquels Titan est célèbre, la vie locale pourrait progressivement évoluer au moins au niveau le plus simple. En plus, diverses substances organiques créées dans l'atmosphère et déposées à la surface sous forme de pluie sont l'une des raisons pour lesquelles Titan intéresse beaucoup les astrobiologistes. On pense que l'atmosphère de Titan est similaire à celle de la Terre primitive. Selon les scientifiques, les conditions actuelles sur Titan sont presque les mêmes que sur la Terre il y a 2,8 milliards d'années. C'est-à-dire qu'un certain semblant de l'ère du Mésoarchéen y règne désormais. Mais à cette époque, la vie existait déjà sur la Terre. Si cela est vrai, alors les premières cyanobactéries pourraient exister sur Titan en ce moment. Pour l'histoire, ces bactéries étaient activement engagées dans la conversion du dioxyde de carbone atmosphérique en oxygène gazeux sur la Terre il y a 2,8 milliards d'années. Et c'est cette activité qui est à l'origine de l'établissement du rapport actuel d'azote et d'oxygène sur Terre, ce qui a été une étape clé pour l'existence de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. En plus, des études antérieures, utilisant la modélisation de la dynamique moléculaire comme méthode d'étude de la chimie de la vie, ont suggéré que des structures de bulles basées sur des composés azotés pourraient bien apparaître dans un monde comme Titan. La question de savoir si la vie microbienne existe sur Titan est peut-être la question la plus intrigante pour les scientifiques. D'une part, un composant très important pour la vie manque à la surface du satellite, l'eau liquide. Dans ce contexte, les scientifiques pensent que le méthane liquide peut prendre en charge les fonctions de l'eau liquide sur Titan. Il convient tout à fait à certaines formes de vie exotiques. Après tout, nous savons que les organismes sur Terre peuvent vivre dans des conditions absolument incroyables, des températures extrêmes, un rayonnement élevé et l'absence d'eau. Des créatures comme celle-ci peuvent-elles survivre à l'environnement hostile de Titan ? Cette vie pourrait prendre la forme de microbes et d'extrémophiles dans l'océan intérieur, ou pourrait prendre la forme encore plus extrême de formes de vie méthanogènes. Comme cela a été suggéré, la vie pourrait exister dans les lacs de méthane liquide de Titan, tout comme les organismes sur Terre vivent dans l'eau. De tels organismes inhaleraient du dihydrogène, H2, au lieu de l'oxygène gazeux, O2. Ils le métaboliseraient avec de l'acétylène au lieu du glucose, puis expireraient du méthane au lieu du dioxyde de carbone. Malgré le fait que l'émergence de la vie organique soit reconnue comme difficile sur la plus grande lune de Saturne, les chercheurs espèrent trouver des traces de formes exotiques de matière vivante sur Titan. Ainsi, la mission Dragonfly, prévue pour les années 2030, est la mission la plus attendue pour identifier cette possibilité et qui pourrait être capable de détecter l'existence de la vie dans le schéma le plus simple. Dans le système solaire, il existe de nombreux endroits où la vie microbienne est possible. Mais Encelade est particulièrement attrayant à cet égard. Encelade est l'une des lunes de Saturne les plus intéressantes à étudier en raison de la présence de facteurs favorables de l'existence d'une vie biologique, notamment la présence d'un océan d'eau liquide sous sa surface glacée, d'un noyau de silicate rocheux et d'une activité hydrothermale. Une analyse de la composition du fluide sous-glaciaire a montré que l'eau océanique locale, émise par les fissures et les failles d'Encelade, est riche en substances organiques
si nécessaire à la formation et au maintien de la vie biologique. En effet, l'analyse du CO2 d'Encelade a montré que cette lune peut être le siège des réactions chimiques complexes se déroulant dans les fonds marins. Une étude du panache gazeux et des embruns gelés éjectés à travers les fissures de la surface glacée de la Lune suggère que l'intérieur d'Encelade est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait vraiment. Ainsi, l'analyse des données de spectrométrie de masse de Cassini a montré que l'abondance de CO2 s'explique mieux par les réactions géochimiques entre le noyau rocheux de cette Lune et l'eau liquide de son océan souterrain. La combinaison de ces informations avec les découvertes précédentes de silice et d'hydrogène moléculaire indique un noyau plus complexe et diversifié sur le plan géochimique. La présence de dioxyde de carbone dissous indique également la présence d'événements géothermiques à l'intérieur d'Encelade. Au fond des océans, les bouches hydrothermales libèrent des fluides riches en énergie et en minéraux qui permettent à des écosystèmes uniques de prospérer. C'est autour de ces mêmes bouches hydrothermales que la vie serait apparue sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Ainsi, le 28 février 2015, lors du vol de la station automatique Cassini au-dessus d'Encelade, de minuscules particules de silice, des marqueurs des processus hydrothermaux en cours, ont été vues. Par conséquent, diverses sources de particules de CO2 et de silice observées impliquent que le noyau d'Encelade se compose d'une couche supérieure carbonisée et d'une couche interne serpentinisée. Sur la Terre, les carbonates se présentent généralement sous forme de roches sédimentaires telles que le calcaire, tandis que les minéraux de serpentine se forment à partir de roches ignées du fond marin riches en magnésium et en fer. Les chercheurs pensent qu'une telle structure unique du noyau pourrait permettre l'émergence de formes de vie océaniques souterraines encore inconnues des scientifiques. En plus, Encelade peut avoir de fortes concentrations d'ammoniac, ce qui pourrait être un carburant potentiel pour la vie. Et bien que de fortes concentrations de ce gaz puissent indiquer une carence d'organismes vivants, cela ne signifie pas qu'Encelade est dépourvu de vie. Peut-être qu'il n'y a tout simplement pas assez de microbes pour consommer toute l'énergie chimique disponible. La vapeur d'eau, les composants organiques, les éruptions thermiques et l'éventuel océan sous-glaciaire d'Encelade rendent cette lune intrigante pour les astrobiologistes à la recherche d'origines possibles de vie extraterrestre. Peut-être qu'il y a vraiment de la vie sur Encelade. Divers micro-organismes pourraient bien être présents. En février 2018, une équipe internationale de scientifiques d'Autriche et d'Allemagne a rapporté qu'ils étaient capables de reproduire les conditions sur la lune Encelade de Saturne pour savoir si elles conviennent à l'existence d'archéons, qui sont des cellules ancestrales hypothétiques, supposées posséder des caractéristiques plus ou moins comparables à celles d'une archébactérie actuelle. Il s'est avéré que ces organismes peuvent survivre sur le satellite. Ils peuvent aussi produire du méthane trouvé dans les geysers de gaz d'un corps céleste, laissant le doute et le mystère planer autour de cette lointaine lune glacée. Trouver une vie extraterrestre est un vieux rêve de l'humanité. Et bien sûr, il est logique de ne la chercher que là où au moins quelque chose de vivant peut survivre. Là où il y a au moins les conditions les plus propices à la vie. Il est presque impossible d'imaginer une vie humaine sur Saturne. Cependant, lorsqu'on considère les géantes gazeuses comme des objets de colonisation potentiels, une grande attention est accordée à leurs lunes, Titan et Encelade. Dans ce contexte, Titan, la plus grande lune de Saturne, est un corps céleste le plus prometteur en termes de recherche de vie. Dans un avenir lointain, selon les scientifiques, il pourra devenir un candidat sérieux à la colonisation humaine. Cependant, à ce jour, la colonisation de Titan n'a qu'un intérêt scientifique et purement fictif. Mais les experts suggèrent qu'à l'avenir, un tel vol pourrait être justifié en raison de l'épuisement des réserves d'hydrocarbures sur notre planète, qui sont présents sur Titan en quantité énorme. Le principal obstacle à la colonisation d'un satellite, même dans un futur lointain, est son éloignement de la Terre. Les technologies actuelles, qui sont pour le moment très limitées, pourraient être utilisées pour coloniser la Lune et Mars, mais ne sont pas suffisantes pour mener à bien le plan de colonisation de Titan. Le programme potentiel de colonisation de Titan comprend principalement la création d'une base industrielle qui serait chargée de recevoir et d'envoyer des marchandises sur la Terre.
Les hydrocarbures ainsi que l'hélium pourraient devenir la principale matière première produite à la surface de Titan. Afin de fournir suffisamment d'énergie à une colonie sur Titan, il faudra développer activement l'énergie thermonucléaire grâce aux réserves d'uranium et de plutonium à la surface de cette lune. Quant aux éventuels bâtiments et structures de la première colonie, ils peuvent être réalisés à l'aide de la glace, dont la résistance à basse température à la surface de Titan est égale à la résistance de l'acier. Les blocs de glace et le givre multicouche peuvent être utilisés pour la construction. Cependant, pour le fonctionnement normal des premières colonies, il est également nécessaire de développer la métallurgie. Dans ce cadre, Titan possède d'importantes réserves de minerais métalliques. En plus, sur la base des matières premières hydrocarbonées, il sera possible de développer la production de matériaux composites ultra légers sur la Lune. Donc, la création d'une importante base industrielle sur Titan contribuera à une augmentation de la température atmosphérique. Ceci, à son tour, entraînera divers changements dans les processus qui se déroulent actuellement à la surface de cette Lune. La planète Saturne et ses mystérieuses lunes nous surprendront probablement plus d'une fois.